c'est assez incroyable de se dire que cette transformation digitale, on en est encore finalement très loin sur ce secteur B2B. Moi, personnellement, c'est une verticale auquel je crois beaucoup. On a déjà de très belles sociétés, de très belles marketplaces B2B qui ont des croissances incroyables. Et donc aujourd'hui, on a lancé une offre dédiée finalement, nous, à ces marketplaces. On n'a pas forcément changé notre produit, mais on a mis en avant finalement les fonctionnalités dont ils ont besoin pour arrêter le chèque. Donc c'est l'IBANisation, c'est l'instant payout, c'est des services complémentaires qu'on leur offre. Finalement, c'est une construction d'offres en levant la main en disant « on est là, si vous avez besoin de vous digitaliser demain, il y a des solutions dédiées qui existent sur le marché. » Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Chers auditeurs, je vous propose pour la première fois une série spéciale dans le panier et cette série concerne le paiement. Dans ces épisodes, je reçois des acteurs incontournables et leur pose des questions pratiques pour devenir incollables sur le paiement en ligne. Qu'est-ce qu'une solution de paiement ? Qu'est-ce qu'un PSP ? Comment gérer le multicanal ? Quelles sont les questions à se poser avant de choisir une solution ou challenger sa solution existante ? Quel est l'avenir de la transaction ? Et surtout, quelles sont les grandes tendances e-commerce et retail des années à venir ? Ces épisodes ne sont pas sponsorisés et j'espère vraiment qu'ils vous plairont. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de cette série spéciale du panier sur le paiement au sens large. Et je reçois avec grand plaisir aujourd'hui Romain Mazeri, qui est le CEO de MangoPay. Salut Romain, tu vas bien ? Très bien, bonjour Laurent, merci de me recevoir. Ben, je t'en prie, merci à vous surtout d'avoir accepté l'invitation. MangoPay est un acteur particulier dans cet univers du paiement et tu vas nous expliquer pourquoi dans une seconde. Je vous préviens, chers auditeurs, aussi, on a Pauline de MangoPay dans la salle qui n'a pas de micro. Elle en a été privée, mais elle est là, elle nous écoute, elle nous surveille, elle nous regarde. J'espère qu'on ne dira pas de bêtises, surtout moi, mais je suis là peut-être pour en dire et que justement tu m'expliques. MangoPay, c'est une solution de paiement pour les marketplaces et les sites de crowdfunding, entre autres. Tout à fait. 100 millions d'utilisateurs. Tu me le disais en préparation. Mais avec tes mots, qu'est-ce que c'est MangoPay ? Alors, juste sur 100 millions d'utilisateurs, c'est avant tout un petit peu plus de 2500 plateformes qui utilisent notre technologie. Et derrière ces 2500 plateformes, c'est 100 millions d'utilisateurs qui ont finalement effectué une opération de paiement ou sont clients de MangoPay, finalement. Puisque la particularité d'une marketplace, qu'elle soit B2B ou B2C, c'est qu'il y a un émetteur, un récepteur d'argent, la marketplace au milieu et la plateforme de paiement qui permet de gérer ce flux que tu m'expliqueras dans quelques minutes. Donc 2500 plateformes à travers le monde. Quel type de plateforme ? Alors, comme tu le disais, finalement beaucoup de marketplace, donc c'est 80% de marketplace aujourd'hui dans le portefeuille client de MangoPay. Mais aussi du crowdfunding, donc quelques noms, Vinted, Chrono24, La Redoute, Rue du Commerce, Rakuten, Malte, en termes de crowdfunding, KissKissBankBank, Ulule. Voilà, c'est des clients qu'on accompagne dans leur croissance, certains depuis quasiment le démarrage de la société en 2013, et qu'on a su accompagner dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. Et 100 millions d'utilisateurs, c'est énorme. Ça me paraît énorme. Bah oui. Vous êtes lancé en 2013, hein ? On s'est lancé en 2013. Donc attention, les 100 millions d'utilisateurs, c'est les utilisateurs qui ont un de jour, nos plateformes. Ouais, c'est ça, ouais. Mais du coup, oui, la force de MangoPay, c'est de gérer le flux d'échange de ces marketplaces. Nous sommes la banque finalement de ces plateformes. Quand je dis la banque de ces plateformes, c'est qu'aujourd'hui, peut-être avant d'en arriver là, quelques chiffres quand même pour vous rendre compte, parce qu'on parle de 100 millions d'utilisateurs, mais c'est vrai que on communique plus sur la volumétrie qui passe finalement par MangoPay. Donc nous, MangoPay, on s'est lancé en 2013.
On est une société qui est passeportée. Donc, ce qu'on appelle passeporté, c'est on a un agrément européen et on est habilité à exercer dans toute l'Europe. Donc, nos clients, nos plateformes sont des plateformes européennes, même si nous les accompagnons à l'international. Et du coup, nous avons des bureaux en France, au Luxembourg, à Madrid, à Berlin, à Amsterdam, à Londres et à Milan. Et nous allons d'ailleurs très prochainement ouvrir la Pologne. Plus de 200 personnes, hein, c'est ça, chez MangoPay? Exactement. Et très forte croissance, puisque fin 2019, on était 100 et on va finir l'année à 250. Donc, des gros challenges sur la diffusion de la culture, sur l'organisation, restructuration des équipes. Donc voilà, j'aime dire aujourd'hui qu'on est un peu une baby scale-up. Baby scale-up. Hein. Exactement. Okay. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de challenges devant nous là pour scaler comme il faut. Voilà, des challenges sur la scalabilité opérationnelle et technique et bien d'autres. Mais voilà, on n'est plus tout à fait une start-up, on va dire. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence avec un PSP classique? Alors, définition d'un PSP classique, mais si on appelle un PSP classique une société qui gère ce qu'on appelle, encore un anglicisme, mais le collecting, allons-y, et qui permet de collecter des fonds. La différence avec MangoPay, c'est que nous, on offre bien ce service de collecte de fonds, bien évidemment, mais la vraie force de MangoPay, c'est vraiment ce qu'on a créé derrière, et c'est cette brique d'e-wallet, d'accord ? C'est-à-dire que aujourd'hui, on donne la possibilité à notre plateforme de créer un environnement d'e-wallet qui permet de répondre finalement à des besoins qu'ont ces marketplaces sur la mise en place de flux d'échange assez complexes. Donc par exemple, quand je prends le cas d'une marketplace, quand vous allez payer 2 produits, c'est un exemple très basique pour que nos éditeurs puissent comprendre, mais voilà, vous allez acheter 2 produits avec une empreinte bancaire, mais derrière, il y a potentiellement 2 vendeurs derrière. Et ce que fait MangoPay, c'est de manière tout à fait transparente pour les utilisateurs, permet finalement de faire des transferts de cette empreinte bancaire directement sur des comptes de paiement, des wallets, des vendeurs, et la plateforme peut décider de prendre la commission qu'elle souhaite, qui peut d'ailleurs être différente sur un vendeur ou un autre. Et donc ça, voilà, c'est quand je parle de complexité de flux de paiement, c'en est un. Mais nous avons des places de marché aujourd'hui qui ont des flux de paiement beaucoup plus complexes que celui-là. D'accord, mais celui-là est déjà, enfin, je comprends la complexité. Donc c'est ça le positionnement. Vous êtes un pur player depuis le début marketplace. Exactement. C'est cette capacité à gérer des flux plus complexes que des flux traditionnels e-commerce où il y a un point A, un point B, là il y a un point A et potentiellement B, C, D, voilà, exactement. Et c'est peut-être un point important aussi, c'est que quand nous sommes lancés en 2013, nous sommes lancés directement sur un marché qui à l'époque était un marché de niche, finalement, les marketplaces et les plateformes de manière générale. Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que vraiment l'e-commerce et les paiements digitaux de manière générale sont vraiment en train de basculer sur ces plateformes. 75% des paiements en 2022, c'est ce que tu m'expliquais, se feront sur une marketplace, a priori. Exactement, c'est une étude de Gartner qui a montré ça. Donc 75% des paiements digitaux se feront sur des marketplaces ou des plateformes d'ici fin 2022. Donc un petit peu biaisé par des plateformes comme Amazon ou Alibaba, mais ça reste absolument monstrueux comme chiffre. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement ce marché de niche devient la norme et surtout un réflexe en termes d'usage pour beaucoup d'utilisateurs. J'en discutais avec le fondateur de Lovebox. C'est un épisode assez sympa du panier qui est sorti le vendredi 10 septembre que je vous invite à écouter, mais on parlait du fait qu'en fait Amazon devient cette espèce de réflexe et que pour pas mal de gens et surtout aux États-Unis, lui c'est quelque chose qu'il a remarqué. Quand tu cherches un produit, tu vas le chercher directement sur Amazon et pas sur Google. Tu ouvres Amazon et tu tapes le nom du produit. Mais c'est un autre sujet. Très bon podcast d'ailleurs. Merci. Le 75% des paiements, l'avènement des marketplaces, porté, tu le dis, par Amazon, Alibaba entre autres, mais une explosion de plateformes à travers le monde. Il y a qu'à voir la réussite d'ailleurs de Miracle, entre autres. On y viendra un peu plus tard parce que vous êtes partenaire. Tout à fait. Mais l'explosion de Miracle montre que la marketplace, c'est alors je vais pas dire c'est l'avenir, mais ça fait partie de... Alors il y a plusieurs choses. On voit déjà que une grande majorité des e-retailers
partent sur un marketplace. D'ailleurs, on a développé une solution dédiée à ces e-retailers qui leur permet de garder leur prestataire actuel et vraiment d'aller juste rajouter cette brique marketplace. Mais si on va un petit peu plus loin, parce que c'est assez intéressant et c'est un sujet assez passionnant, c'est dire on vit les plateformes, on vit une certaine révolution digitale là-dessus, c'est-à-dire que on a changé, ces plateformes changent notre manière de consommer. On a parlé de nos enfants tout à l'heure. Je sais pas si tu vas leur prendre des cours en plus ou des activités. Tout passe par des plateformes. Aujourd'hui, même nous, MangoPay, quand on cherche des freelances, on passe par Malte, on passe par nos clients. On parlait d'Amazon tout à l'heure, là, un peu sur Lovebox, où on va chercher des produits sur Amazon. Donc voilà, il y a une vraie révolution qui est en train de se faire. Et nous, ce qu'on aime dire, c'est que finalement, ces plateformes, c'est un petit peu la colonne vertébrale de cette révolution. Et c'est ça fait partie aussi de notre vision chez MangoPay. Voilà, nous, on se dit le moteur de cette révolution. Est-ce que tu peux m'expliquer, comme si j'avais 5 ans, ce qui se passe quand il y a l'ordre, enfin, quel est le chemin que parcourt un flux, justement, ce flux complexe, quand j'achète un truc sur Vinted, par exemple? Alors, avant toute chose, nous, pour vraiment synthétiser ce qu'on offre, imaginez 3 briques, d'accord? Une brique acquisition, donc une brique paiement. Donc c'est là où vous allez vous mettre votre carte bleue, un virement entrant, peut-être aussi une solution de 3 fois sans frais, payer avec PayPal, et on a encore beaucoup d'autres. L'acquisition, chers auditeurs, parce qu'on en parle souvent sur le podcast, l'acquisition au sens acquérir les fonds. Acquérir les fonds, tout à fait. Donc derrière ça, MangoPay offre une brique, et c'est ce qui fait la différence avec un PSP classique, dont on parlait tout à l'heure, un système d'e-wallet. C'est-à-dire que ces fonds, on va les mettre, on va venir les créditer en fonction du business model de la plateforme. Donc, si on est sur du crowdfunding, par exemple, sur le wallet d'un investisseur ou du porteur de projet. Si on est sur Vinted, par exemple, ça va être sur le wallet de l'acheteur ou sur le wallet de vendeur dans d'autres business models. Et ça, c'est la force de MangoPay. Les fonds, à ce moment-là, donc c'est la deuxième brique, arrivent sur le wallet, le e-wallet de la personne à qui j'achète, d'ailleurs de là ou des personnes à qui j'achète le bien ou le service. Tout à fait. Donc la plateforme, à ce moment-là, n'a pas encore, pardon c'est prosaïque, mais vu l'argent, à ce moment-là, Vinted n'a pas encore eu sa commission, ou elle est déjà prise à ce moment-là? Alors, la force de MangoPay aussi, par rapport à d'autres solutions sur le marché, c'est que la plateforme prend ses fees là où elle le souhaite. D'accord. Donc, elle peut décider de le prendre à l'entrée, elle peut décider de le prendre dans les transferts qu'il peut y avoir entre un acheteur et un vendeur, ou quand le vendeur devient lui-même acheteur, dans le système d'e-wallet que nous lui fournissons, où il peut aussi prendre finalement, et ça c'est la troisième brique, la partie payout. C'est-à-dire que on met à la disposition des plateformes un écosystème d'e-wallet, d'accord, en marque blanche, qui leur permet de transférer les fonds entre leurs utilisateurs. À un moment, le vendeur, il va souhaiter sortir son cash, finalement, de la plateforme, et c'est là où c'est la troisième brique dont je parle, c'est la brique virement, finalement, qui apparaît simple comme ça, mais nous avons aujourd'hui énormément de plateformes à l'international avec des clients dans le monde entier, et donc il faut être en mesure aujourd'hui de pouvoir envoyer des fonds aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, avec la meilleure qualité de service possible. Ok, compris. Tu parles d'empreinte bancaire depuis tout à l'heure, mais j'imagine que quand je fais un achat de plusieurs centaines ou milliers, je sais pas, d'euros sur Malte de prestations de services avec un freelance. Pardon, Malte, chers auditeurs, c'est peut-être pas. Enfin, je pense que c'est suffisamment connu maintenant, mais c'est une plateforme de mise en relation avec des freelances, des experts. Donc, que ce soit sur Malte ou sur Vinted, c'est des paniers d'achat, des volumes, des montants différents. Tout à fait différents. Par exemple, Vinted, on est sur un panier moyen très, très bas. Donc on est plutôt sur de la carte bleue, Visa, Mastercard, ou des méthodes de paiement alternatifs, type Apple Pay, Google Pay, qui sont pas si alternatifs. Ouais, j'allais dire qu'ils seront bientôt plus très alternatifs. Ça sera la CB alternative. Voilà, des moyens, beaucoup de cartes. On a des clients comme Chrono24 ou Malte, où les paniers moyens sont absolument astronomiques. Par exemple, sur Chrono24, on est sur des paniers moyens qui sont au-dessus de 3 000 €. Chrono24 est la place de marché leader dans le monde des montres de luxe. Donc voilà, c'est des Rolex,
qui sont vendus et avec des prix de temps en temps qui sont juste incroyables. Et donc du coup, pour ces clients-là, on a développé des solutions de virement entrant. Et c'est pour ça aussi on regarde beaucoup ce qui est en train de se faire sur le paiement instantané et ce genre de choses. Mais du coup, aujourd'hui, on a une offre extrêmement intéressante. Et après, on reparlera du B2B. Mais c'est que nous IBANisons nos comptes. C'est-à-dire que les wallets dont on parle, on leur associe un IBAN, ce qui permet finalement à l'utilisateur de pouvoir payer directement sur un IBAN dédié. Et comme nous avons mis en place l'instant payments, c'est-à-dire que vous pouvez directement payer votre montre en étant crédité directement sur votre wallet en quelques minutes après avoir fait votre virement de votre interface bancaire. Une question qui me vient comme ça, mais si le e-wallet a un IBAN, à quel point finalement c'est pas un compte bancaire ? Alors aujourd'hui, ce sont des IBAN qu'on dit techniques, puisque nous ne sommes pas une néobanque, donc ce n'est pas un compte de paiement. Vous pouvez pas virer votre salaire sur mon e-wallet, sur votre e-wallet Vinted, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. L'usage de nos wallets est limité. Oui, je comprends. Ok, bien sûr. Très bien, très bien. Ce sujet et la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui, c'est que j'aimerais comprendre pour vous, chers auditeurs, qui souhaitez vous lancer ou lancer une marketplace. On en a quand même pas mal d'invités. J'ai pas mal d'invités qui en opèrent et vous êtes pas mal à vous poser la question. Quelles questions se poser sur la plateforme de paiement utilisée, quels écueils éviter, quels shortcuts emprunter. Est-ce que tu peux Bien sûr. Et on va parler, d'international peut-être, de reporting, d'intégration sur des plateformes sur étagère, de social. Alors déjà, de sécurité. Vas-y, je pense que beaucoup d'auditeurs le savent, mais la première chose à comprendre, c'est que c'est une activité réglementée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait de la marketplace, d'une manière ou d'une autre, on va vouloir encaisser des fonds pour le compte d'un tiers. D'accord ? Donc j'ai des vendeurs tiers sur ma plateforme, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, et derrière ces personnes, je vais encaisser des fonds pour leur compte. Cette activité, elle est réglementée, et donc il y a que deux possibilités de pouvoir opérer cette acquisition d'ordre pour le compte de tiers. C'est soit d'avoir un agrément bancaire. Il y a quelques plateformes qui ont fait ce choix, type Amazon, par exemple. Ou sinon, c'est de passer par un prestataire qui est agréé. Ça veut dire qu'elles ont le droit, avec un agrément ou un agrément bancaire, elles ont le droit de garder l'argent, de l'entretenir en attendant de le reverser. C'est ça l'idée. Hein. Mais obtenir un agrément bancaire, ça a un coût, c'est-à-dire créer un établissement bancaire, c'est un métier en soi. Et c'est pour ça que la grande majorité des marketplaces ou des e-retailers qui lancent leur marketplace passent par une solution agréée. Comme MangoPay. Agréé. Qui donne l'agrément ? Exactement. C'est l'AMF ? Alors, non, c'est la CPR. Ok, la CPR qui est... Voilà, qui est l'autorité de contrôle prudentiel. C'est un agrément qui est européen et c'est pour ça que je vous parlais de passeportage tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que cet agrément, une fois qu'on l'obtient dans un pays, on peut demander à le passeporter dans tous les autres pays européens. Donc, premier enjeu, première question à se poser, la sécurité, l'agrément. Est-ce que la plateforme que je choisis en a un ? Évidemment. Premier enjeu. Ok. Premier enjeu. À partir du moment où on passe par un établissement agréé, un établissement bancaire, il y a aussi, et donc ça c'est important de le comprendre, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes de conformité. C'est-à-dire que MangoPay et les établissements bancaires aujourd'hui ont des obligations de lutte contre le blanchiment des fonds. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on lance un marketplace, il faut aussi savoir qu'onboarder donc intégrer sur sa plateforme, onboarder des clients tiers, c'est aussi devoir effectuer ce qu'on appelle le KYC, donc Know Your Customer. Et donc ça, c'est aussi à intégrer dans son parcours client, dans son expérience client. Les personnes morales ou physiques, en fonction de la type de place de marché qu'on lance, devront finalement valider leurs documents qui permettent d'authentifier les personnes qui utilisent le service. Le KYC, ça veut dire Know Your Customer, exactement. C'est ce que tu l'as dit. Et donc tu as aussi le Know Your Business pour les personnes morales. Le KYB. Exactement. Du coup, c'est devenu un nom commun depuis 10 ans. C'est ça. Et alors vous ne le savez pas, vous ne le savez peut-être pas, pardon, chers auditeurs, mais c'est quand on ouvre un compte, je sais pas, sur Revolut ou Lydia, quand on s'inscrit sur Cityscoot ou Yego qui vient de se lancer à Paris, je crois. Pas Vinted, Wallapop,
voilà. Tous vos partenaires, c'est le fait de devoir prendre une photo de toi, uploader ta photo de carte d'identité, éventuellement envoyer un RIB ou autre chose. Pour les business, c'est un peu plus contraignant en général, parce que ta cabis, c'est extrait de parfois les statuts, j'en sais rien, mais tout à fait. Ouais, tout à fait. Non, par exemple, nous, bon, on parlait des effectifs. C'est vrai que juste pour se rendre compte, MangoPay, c'est environ 8 milliards de flux qui va faire un peu plus de 8 milliards de flux sur l'année 2021. Et pour montrer la croissance, parce qu'en cumulé, là, dans 2 mois, on va atteindre les 20 milliards en cumulé. C'est-à-dire que quand même 75% de nos flux sont faits dans les 24 derniers mois. Donc ça montre un petit peu la belle quelle croissance, quoi. Ouais, c'est très très forte croissance. On est ravis. Et c'est vrai qu'on a aussi énormément de chance. C'est vrai que tous les secteurs, il y a des secteurs qui ont été très fortement impactés par la crise sanitaire. Nous, on a été impactés sur le moment, mais c'était porteur. Voilà, il y a eu un boom des paiements par la suite. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que sur ces 8 milliards de flux, pour rattacher ça un petit peu au KYC et aux 100 millions de comptes qu'on a, nous, c'est environ 6 millions de KYB qu'on va traiter sur l'année 2021. Et donc, comme tu le disais assez bien, c'est-à-dire que sur le KYB, c'est finalement une approche, même si on essaye d'automatiser le maximum, mais ça reste aujourd'hui des agents qu'on appelle des agents compliance dans nos équipes qui vérifient la documentation, par exemple. Mais pour les personnes physiques, on essaye de tout automatiser au maximum. Donc on a amené de l'intelligence, si tu veux, pour valider. Donc 80% des cartes sont validées automatiquement. 80% des KYC sont enfin, dans votre cas, en tout cas, sont faits de manière par des machines, par de l'algo, quoi. Ok. Donc, question numéro 1, sécurité, agrément. Question numéro 2, il y a des contraintes qui sont liées à ça, il faut le savoir. On en reparlera plus tard quand on parlera des grandes tendances sur les années à venir. Mais ça fait partie des sujets de friction que vous essayez, MangoPay, de lisser. On en reparlera. Ensuite, quelle autre question? L'international, par exemple, comment est-ce que ça m'impacte? L'impact de l'international, alors peut-être même avant de penser à l'international, c'est quel type de marketplace on veut monter, parce que c'est vrai qu'on parlait de Miracle. Si on est sur des places de marché B2C ou B2B, il faut se poser la question: est-ce que je développe ma marketplace, ou est-ce que je passe par un prestat qui peut m'accompagner dans la mise en place finalement de ma marketplace. Et après l'international, aujourd'hui la problématique, elle va dépendre un petit peu de la marketplace derrière, mais si vous avez des vendeurs à l'international, et on voit d'ailleurs que énormément de vendeurs chinois sont en train d'intégrer l'Europe par les places de marché. Il y a de plus en plus de vendeurs chinois sur les places de marché des plus grands e-retailers ou les pure players qu'on connaît tous. Et oui, c'est les prestataires, quoi. Si vous choisissez un prestataire comme MangoPay aujourd'hui, nous sommes en mesure d'aller faire le KYC justement dans le monde entier et d'aller envoyer finalement les payouts, parce qu'il faut bien les payer, ces vendeurs, dans le monde entier également. Vas-y, pardon. Ouais. Donc après, c'est vrai que là, en termes d'instantanéité, il est beaucoup plus facile d'aller envoyer un virement en Allemagne par un instant payment que d'aller en envoyer un en Australie. Mais c'est des choses qu'on fait. Ok, je comprends. Faire un KYC à travers le monde, ou un KYB, pardon, à travers le monde, et le passeportage européen dont tu parlais avant, ouais. Le passeportage est sur l'agrément d'encaissement. Tout à fait. D'accord. Mais je peux quand même encaisser des cartes chinoises ou sud-américaines. Enfin. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Le passeport européen nous permet, l'agrément européen nous permet de finalement offrir ce service à des plateformes européennes. C'est-à-dire que moi, les 2500 plateformes qui utilisent la technologie MangoPay aujourd'hui sont des plateformes qui sont basées dans un pays de l'Union européenne. Pour autant, je prends Chrono24, je prends même Wallapop, Vinted, des clients Malte, Malte, il y a des freelances qui sont en dehors de l'Europe. Chrono24, on les accompagne au Japon, en Australie, aux US, au Canada. Mais voilà, la société en tant que telle et le business est en Europe. Ok, compris. Sur les intégrations, tu m'as parlé de Miracle. Vous êtes partenaire depuis longtemps, je crois.
C'est une très belle histoire avec Miracle. On a commencé à travailler avec eux il y a un petit peu plus d'1 an et demi maintenant. On a développé finalement un connecteur qui a été certifié par Miracle, et on allait encore un petit peu plus loin là ces derniers mois, puisque on attaque ensemble aujourd'hui des secteurs comme le B2B, et donc c'est un petit peu plus de 20 comptes aujourd'hui, donc 20 plateformes, 20 marketplaces qui sont clientes et Miracle et MangoPay, avec des grands noms que tout le monde connaît. Ok, très bien. Si je me lance et si je lance Marketplace demain, je vais générer des flux. J'imagine qu'il y a du reporting aussi qui doit être fait entre la solution, la plateforme de paiement et moi, ma réconciliation de vente, de commission, j'imagine. Ça aussi, c'est quelque chose qui est offert nativement. Tout à fait. Et c'est la valeur d'une solution comme MangoPay. C'est-à-dire que la plateforme ne touche jamais les flux. C'est nous qui gérons absolument les flux de la clientèle. Et la plateforme ne touche que les commissions finalement, donc son chiffre d'affaires. Et on met bien évidemment à disposition tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent réconcilier ce chiffre d'affaires. On donne même la possibilité finalement d'aller dans notre système d'e-wallet, d'aller ajouter des services complémentaires s'ils le souhaitent pour aller rechercher de l'information. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je devrais me poser auxquelles on n'a peut-être pas pensé? C'est difficile parce que c'est tellement vaste. Je monte ma marketplace parce que on l'a vu, il y a des plateformes, des business models qui sont tellement différents. Je pense qu'il faut profiter aussi, quand on parlait d'internationalisation, je pense qu'aujourd'hui, ces marketplaces, il faut les voir de toute manière, de manière européenne pour commencer, et ne pas se focaliser sur un marché forcément national. Oui, évidemment, ouais. Et c'est souvent un conseil qu'on donne aussi aux startups qui pensent trop français, franco-français au début. L'Europe est un beau marché avec, on est 450 millions, un truc comme ça, je crois, ça vaut le coup de s'y attaquer. J'aimerais maintenant comprendre un peu ta vision, et votre vision chez MangoPay du futur et des grandes tendances. Les points que j'aborde avec d'autres partenaires de plateformes de paiement qui ne sont pas du coup spécialisés ou en tout cas nativement marketplace. L'un de ces points, c'est l'omnicanal. Et je l'avais machinalement barré en me disant mais non, ça ne concerne pas les marketplaces. Mais en fait, peut-être que si. Un petit peu. Ouais. On a quelques opportunités nous, dans notre portefeuille client. Nous, on a une approche très multi-PSP, c'est-à-dire que le cœur de notre métier, ce système d'e-wallet, on donne aussi la possibilité à nos plateformes, dans certaines conditions bien évidemment, mais d'aller intégrer d'autres PSP et d'avoir une approche très multi-PSP. Donc on a des clients aujourd'hui qui utilisent des solutions omnicanal, mais les fonds par la suite arrivent quand même dans notre système d'e-wallet. Aujourd'hui, nous n'avons pas développé dans le corps de notre API encore aujourd'hui une solution ou de distribution de TPE, mais on a quelques opportunités et donc c'est vraiment des choses auxquelles on réfléchit. Notamment un petit projet, une nouvelle offre sur lesquelles on travaille aujourd'hui, une solution pour les franchises. Et pour les franchises, ça fait énormément de sens d'avoir une approche omnicanal, où on peut vraiment synchroniser tout le digital et le physique à travers une solution unique. Ok, j'y pense, mais Amazon aussi a ouvert des magasins physiques où ils vont vendre des produits Amazon. Donc ils exportent la marketplace online, sur du monde physique. Et cette question d'omnicanalité peut avoir du sens pour des marketplaces. Within You, qui est une belle marketplace de basket haut de gamme, on pourrait tout à fait imaginer un showroom, un corner, et donc d'avoir ces questions. Ok. L'instantanéité, tu l'as abordé à plusieurs reprises. Tu le vois aussi dans l'avenir comme un enjeu pour vous et pour les marketplaces. Ouais, de manière générale, et on le voit, et même toutes les générations, mais les millennials de plus en plus, cette instantanéité a une vraie valeur. Nous, on l'a vu, on a été un des premiers à déployer l'instant payment dans toute l'Europe, et on voit que ça prend, et ça prend vite, ça prend bien, et je crois que dans les années à venir, on va aller chercher tous les moyens de paiement, on va encore plus aller chercher cette instantanéité finalement.
et d'être passé, alors je vais rentrer dans des sujets très techniques, très monétiques, mais d'être passé, mais allons-y, c'est intéressant. mais d'avoir changé de protocole et d'être passé d'un protocole IP à un protocole finalement SEPA, c'est-à-dire qu'avant il vous fallait entre 24 et 48 heures pour recevoir un virement. Aujourd'hui, c'est fait en quelques secondes, quelques minutes. On a ça pour les virements sortants, on a ça pour les virements entrants. On a aussi la DSP2 qui a permis et qui permet finalement ce qu'on appelle le paiement instantané, c'est-à-dire un petit peu type Klarna, mais connecter finalement son interface bancaire et faire un virement, donc du coup instant payment ou pas, mais directement que une plateforme comme MangoPay par exemple ou un autre puisse aller demander à ta banque de faire un paiement en mon nom. Et donc ça, c'est des choses qui sont hyper puissantes et qui avancent aussi sur, tu vois, qui vont encore plus loin dans l'instantanéité. Ce qu'on voit aussi beaucoup en ce moment, c'est une forte spécialisation, tu vois, sur les sociétés d'acquisition. Il y a énormément de sociétés qui sont lancées sur le 3 fois sans frais et qui cartonnent d'ailleurs. Et ça aussi, tu vois, ça répond à ce besoin d'instantanéité. Voilà, je veux acheter tout de suite. Et donc voilà, moi je crois que c'est un des enjeux hyper intéressants des prochaines années pour les PSP comme nous. Est-ce qu'il y a d'autres tendances du même style que tu vois peut-être sur d'autres marchés plus matures, je sais pas, les États-Unis, où tu t'es dit ça va arriver d'ici peu chez nous? Bah, c'est le 3 fois sans frais qui est vraiment là. Et le paiement plusieurs fois décalé. Voilà, qui est arrivé des États-Unis, d'Asie d'ailleurs. Ça fait Asie, États-Unis, et là en Europe, c'est vrai que c'est un énorme boom. Et nous d'ailleurs, on permet aujourd'hui à nos plateformes d'aller intégrer parce qu'il y en a tellement en fait, mais d'aller intégrer des solutions de paiement différé, donc 3 fois sans frais, 10 fois sans frais, ou même d'affacturage pour d'autres, directement dans notre solution d'e-wallet. Tu parles d'affacturage, je te lance là-dessus du coup. Dans ces grandes tendances, marketplace, crowdfunding, e-commerce, qui pourraient vous affecter, vous, MangoPay, les marketplaces B2B vont exploser, vont augmenter, et quels sont les impacts que ça peut avoir pour vous? Déjà, c'est un des derniers secteurs qui s'est pas encore digitalisé. Là-dessus, on le voit, il y a des milliards qui se passent encore entre chèques, bons de commande. L'enfer. Non, mais c'est vrai, c'est assez incroyable de se dire que cette transformation digitale, on en est encore finalement très loin sur ce secteur B2B. Et du coup, moi personnellement, c'est une verticale auquel je crois beaucoup. On a déjà de très belles sociétés, de très belles marketplaces B2B qui ont des croissances incroyables. Et donc aujourd'hui, on a lancé une offre dédiée finalement, nous, à ces marketplaces. Pour juste, donc on n'a pas forcément changé notre produit, mais on a mis en avant finalement les fonctionnalités dont ils ont besoin pour arrêter le chèque. Donc c'est l'ibanisation, c'est l'instant payout, c'est des services complémentaires qu'on leur offre. Et finalement, c'est une construction d'offres en levant la main en disant on est là. Si vous avez besoin de vous digitaliser demain, il y a des solutions dédiées qui existent sur le marché. Ok, j'entends. Et c'est vrai que alors deux choses, mais tu l'as dit tout à l'heure, les virements qui mettent 48 heures parfois plus à arriver, j'ai l'impression que c'est l'ancien monde. Et alors maintenant heureusement l'instant payment s'accélère et est disponible presque partout. Mais quel enfer. Enfin on a l'impression de vivre dans des temps anciens. Bref, et sur la et ce qui est fou, c'est que donc nous on travaille, on s'est lancé au UK en 2015. Et au UK, t'as un protocole qui existe depuis déjà des années, hein, s'il existait avant même qu'on s'intègre sur place, qui s'appelait Faster Payment. Et donc on a toujours vu ces différences de culture où les Anglais qui connaissaient finalement cette instantanéité, ils ne comprenaient pas qu'on puisse attendre 2 jours pour recevoir un virement. Ils comprenaient pas. Ouais. Et aujourd'hui, donc c'est vrai, Et encore, c'est domestique, international, ça peut être. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc ça va devenir la norme. Il n'y a pas de débat. Ça va devenir la norme. C'est une évidence. Ouais. Autre friction qui existe aujourd'hui, alors friction plus ou moins lissée, mais quand même, c'est le KYC. Quelle évolution tu vois sur le qui est de plus en plus nécessaire pour la sécurité, pour plein de raisons donc. Alors là aussi, culturellement, c'est rentré. C'est-à-dire que là aujourd'hui,
tout le monde en tout cas, est beaucoup moins choqué d'avoir uploadé sa carte d'identité, avoir à donner des informations. Tout le monde le comprend. C'est déjà une première chose. Il y a des solutions, voilà, comme nous, ça fait partie de notre proposition de valeur. Finalement, la partie KYC, et comme je te disais tout à l'heure, voilà, c'est 6 millions de KYC qu'on va valider cette année. Donc, on est sur des montants complètement, une volumétrie qui est assez conséquente. Et donc, il y a ce besoin d'automatisation constant. Et on voit aussi qu'on est dans un cadre réglementaire qui est aussi en pleine évolution. C'est-à-dire que les KYC d'aujourd'hui ne sont pas les KYC d'hier, et les KYC de demain seront encore autre chose. C'est-à-dire que la réglementation évolue, et elle évolue vite. Tu vois, il y a quelques années, on t'aurait jamais demandé de prendre ta photo ou de faire une vidéo pour s'assurer que ça check avec ta carte d'identité. Nous, là-dessus, c'est un axe stratégique extrêmement clé pour MongoPay, d'offrir finalement une expérience frictionless pour les utilisateurs de nos plateformes. Et on va faire d'ailleurs aucune compromission, tu vois, sur cette expérience utilisateur et donc cette expérience KYC. Et donc c'est vrai qu'on regarde attentivement ce qu'on pourrait faire demain. Donc on en a parlé un petit peu avant, mais par exemple la blockchain. Tu vois, la blockchain pour moi, utiliser la blockchain pour créer une identité numérique et faciliter finalement l'expérience KYC, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, et j'espère que dans les prochaines années, on sera en mesure de travailler, d'innover sur ce sujet-là. Et je suis sûr qu'il y a énormément d'acteurs qui vont C'est un on pour MongoPay ou on de manière générale? Ah, c'est un on pour MongoPay, quoi. MongoPay, C'est un sujet qu'on regarde de très près. Donc, est-ce que ce sera du développement interne? J'en doute. Est-ce que ce sera du partenariat externe? Puisque, encore une fois, c'est une forte spécialisation. Mais bon, toujours intéressant. Nous, aujourd'hui, on a une base d'utilisateurs qui est assez conséquente. On parlait de 100 millions d'utilisateurs aujourd'hui en termes de clients dont on a le KYC, donc finalement dont on a l'identité numérique qu'on a validée une fois. C'est un petit peu plus de 10 millions d'utilisateurs, et donc c'est des choses qu'on pourrait... Voilà. Marge de progression. Exactement. Ok. Donc limiter les frictions, au final. C'est vos enjeux et ta vision de l'avenir pour que le paiement soit le plus facile possible sur les plateformes, pour le payeur et le payé, c'est ça. Tout à fait. Et en plus, l'utilisation d'ailleurs des fonds sur la plateforme, parce que l'e-wallet, donc c'est moi, vendeur, je sais pas, Vinted ou freelance Malte. Alors, il y a peut-être moins le cas sur Malte, mais moi, en tout cas, vendeur, ou sur Chrono24, si j'ai vendu une belle montre, le e-wallet me permet d'aller utiliser cet argent pour acheter d'autres produits sur la plateforme. Exactement. On a un très beau portefeuille de plateformes clients sur le C2C. Parce que finalement, la flexibilité de notre solution permet à ces plateformes de créer une économie circulaire très facilement, en adaptant vraiment l'expérience utilisateur à leurs règles et non pas aux règles d'une solution de paiement. Et donc, par exemple, si je prends des clients comme des plateformes comme Wallapop, Vinted, ils ont un taux de repeat qui est extrêmement significatif. C'est-à-dire que les vendeurs, on est quasiment sur du 20-30% pour certaines. Donc 20-30% des vendeurs, donc qui collectent finalement le fruit de leur vente, ils viennent directement le dépenser sur la plateforme. Et c'est là où donc du coup c'est des business models qui sont assez intéressants, parce que nous on prend MongoPay prend des fees sur la partie acquisition. Donc c'est-à-dire que les fonds qui rentrent dans notre système d'e-wallet. Mais du coup, à partir du moment où il y a de l'économie circulaire, sur les X ventes qui s'offront dans cette économie circulaire, la plateforme n'est pas facturée de fees bancaires, quoi. C'est-à-dire que MongoPay ne facture pas. Et donc pour la marketplace, c'est tout bénef. C'est tout bénef. C'est hyper intéressant. L'argent est dans l'e-wallet, donc qui le détient? C'est MongoPay. C'est MongoPay. Donc nous aujourd'hui, on a environ c'est 900 millions d'encours qu'on a pour se rendre compte des ouais, d'accord, c'est ça. Donc c'est sur les 8 milliards qui ont été échangés, qui sont rentrés du coup dans la plateforme cette année en 2021, et tu m'as dit 20 milliards en tout, vous allez bientôt les passer, c'est ça? Exactement. Là, cette année, tu vois, on vient il y a quelques semaines, on vient de passer le montant qu'on avait collecté en 2020. Bon, félicitations. Voilà, donc, mais sur les 8 milliards, c'est 900 millions d'encours. Et là-dessus, j'imagine, d'encours qui sont donc, c'est-à-dire dans des e-wallets. Dans des e-wallets. Ok.
Et donc nous, on est teneur de compte, si tu veux. On a un agrément bancaire qui nous permet, donc on a plusieurs, donc c'est ce qu'on appelle des comptes de cantonnement qui sont protégés. Donc ça c'est important aussi pour nos utilisateurs de MangoPay savoir. peut placer cet argent. Non, on ne place pas. Parce qu'il y a un décalage. Exactement. Et donc d'ailleurs, on n'a pas le droit. Notre agrément ne nous permet pas de le placer. Donc d'ailleurs, avec les taux d'intérêt négatifs, on perd de l'argent même avec ces encours. Mais donc voilà, nous, cet argent il est protégé et c'est dans notre système qu'on a finalement le listing. On n'a pas un compte bancaire. On travaille avec des établissements bancaires, mais on n'a pas un compte bancaire par utilisateur. C'est vraiment dans notre système et c'est ce que nous permet notre agrément bancaire d'avoir finalement. C'est un agrément qui nous permet de faire la tenue de compte. Très bien. Merci infiniment pour tout, pour cette transparence et tous tes bons conseils. Si vous vous lancez demain, on le répète, mais vérifiez bien l'agrément du partenaire que vous utilisez, les contraintes que vous aurez à utiliser une plateforme de paiement, les intégrations et le type de marketplace que vous souhaitez lancer, les possibilités de reporting et de réconciliation de la plateforme que vous utilisez. Eh ben Laurent, merci beaucoup. Romain, merci à toi. Merci à Pauline qui est restée silencieuse mais qui a pris beaucoup de notes pendant cet entretien. Et chers auditeurs, j'espère que vous avez appris des choses. Moi, j'en ai appris beaucoup. Très bonne fin de journée. Merci Romain. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.